Dès les premières heures de la journée, une atmosphère inhabituelle pesait sur Sète, comme si la ville elle-même avait pressenti que l'enquête autour de la mort d'Arthur s'apprêtait à franchir un seuil décisif. Au commissariat, l'agitation restait contenue, presque silencieuse, mais chaque regard, chaque geste trahissait une tension diffuse, alimentée par une accumulation d'indices incohérents qui refusaient jusqu'ici de s'assembler de manière logique. Sarah, plongée dans ses réflexions devant le tableau d'enquête, tentait de reconstruire un fil conducteur à partir d'éléments qui semblaient se contredire, notamment cette présence troublante de l'ADN de l'agresseur sur le corps même d'Arthur, une anomalie qui remettait en question toutes les certitudes construites jusqu'alors. À ses côtés, Damien observait la situation avec la rigueur qui le caractérisait, refusant de se satisfaire d'explications approximatives, convaincu qu'un détail leur échappait encore et que la vérité se trouvait précisément dans cette zone d'ombre que personne n'avait su éclairer. Son instinct de technicien, affûté par l'expérience, lui soufflait que l'affaire avait été mal orientée dès le départ, et que le véritable point de convergence des événements n'avait pas encore été identifié. Cette intuition trouva un premier écho lorsque Karim annonça que Victor Brunet souhaitait faire une déposition, une initiative qui, compte tenu du profil de l'homme, ne pouvait être anodine et laissait présager un retournement potentiel de la situation. Dans la salle d'interrogatoire, Victor adopta une posture maîtrisée, fidèle à son habitude de contrôler chaque mot et chaque expression, mais une fatigue imperceptible semblait affleurer derrière son calme apparent, comme si la décision de parler n'avait pas été prise à la légère. Il expliqua alors qu'Arthur l'avait approché peu de temps avant sa mort avec une proposition financière inhabituelle, impliquant un paiement en liquide de 7 900 € en lien avec un appartement destiné à Lou, une transaction qui, en soi, n'aurait pas retenu l'attention si elle ne s'était pas accompagnée d'une exigence explicite de discrétion vis-à-vis de la principale concernée. Ce détail, loin d'être secondaire, introduisait une première fissure dans l'image d'un Arthur transparent et sans ambiguïté, suggérant au contraire l'existence de zones d'ombre soigneusement dissimulées. La remise de l'argent aux enquêteurs transforma immédiatement cette déclaration en élément matériel exploitable, renforçant la nécessité de vérifier l'origine des fonds et de comprendre la logique qui sous-tendait cette transaction. Sarah, en écoutant Victor, ne pouvait s'empêcher de rapprocher ces informations de l'hypothèse formulée plus tôt avec Damien, selon laquelle Lou pourrait représenter un point central dans cette affaire, non pas comme coupable, mais comme pivot autour duquel s'articulaient des intentions encore floues. Karim, de son côté, gardait une position prudente, refusant de céder à des conclusions hâtives tout en reconnaissant que Victor, malgré sa réputation, ne correspondait pas au profil du meurtrier tel qu'il se dessinait à ce stade de l'enquête. Dans le prolongement immédiat de cette déposition, une nouvelle perquisition fut organisée au domicile d'Arthur, avec la volonté explicite d'examiner chaque détail susceptible de révéler une incohérence. L'appartement, en apparence ordinaire, présentait une organisation presque trop parfaite, comme si tout avait été pensé pour renvoyer l'image d'une vie sans aspérité, ce qui, paradoxalement, éveilla davantage les soupçons de Damien. Les premiers éléments collectés, composés de documents administratifs et de traces d'une activité professionnelle classique, semblaient confirmer cette façade, mais ne suffisaient pas à dissiper le sentiment qu'une réalité plus complexe se dissimulait derrière cette normalité apparente. C'est en se concentrant sur des anomalies minimes, presque imperceptibles, que Damien parvint à identifier une irrégularité au niveau d'une plainte, dont l'alignement ne correspondait pas parfaitement au reste de la pièce. Ce détail, insignifiant pour un observateur non averti, attira immédiatement son attention, et son intervention permit de révéler une cache dissimulée contenant une somme d'argent considérable, soigneusement rangée, comme si elle avait été placée là avec une intention précise plutôt que dans l'urgence. La découverte provoqua un choc immédiat, non seulement en raison du montant, mais aussi parce qu'elle contredisait radicalement l'image que tous avaient d'Arthur. L'analyse effectuée par Roxane apporta un éclairage décisif sur la nature de cet argent, révélant qu'il ne s'agissait pas simplement de fonds dissimulés, mais de faux billets d'une qualité exceptionnelle, pratiquement indétectables par les méthodes classiques, ce qui impliquait nécessairement une connexion avec des réseaux de criminalité organisés d'un niveau élevé. Cette révélation entraîna un basculement brutal dans la perception de l'affaire, transformant Arthur de victime potentielle en individu impliqué dans des activités illégales d'une ampleur insoupçonnée, et obligeant les enquêteurs à reconsidérer l'ensemble de leurs hypothèses. Sarah, confrontée à cette nouvelle réalité, éprouva une difficulté croissante à concilier les éléments factuels avec l'image qu'elle conservait d'Arthur, ce qui renforçait son sentiment de désorientation face à une affaire qui semblait se dérober à toute tentative de compréhension linéaire. Damien, quant à lui, intégrait déjà ces données dans une construction plus large,
considérant que la présence de cet argent ne constituait pas une anomalie isolée, mais la preuve d'une double vie méthodiquement organisée, dans laquelle chaque aspect visible de l'existence d'Arthur servait de couverture à une activité criminelle structurée. Pendant que l'enquête prenait cette direction inattendue, une dynamique totalement différente se déployait au sein de la famille Delcourt, où l'annonce de la libération conditionnelle de Diego introduisait une tension d'une autre nature, mêlant soulagement et appréhension. Chloé, en particulier, tentait de contenir son émotion en s'occupant l'esprit, mais l'imminence des retrouvailles rendait chaque instant plus intense, comme si le temps lui-même ralentissait à mesure que l'échéance approchait. Lorsque Diego franchit enfin le seuil de la maison, l'émotion collective se manifesta dans un silence chargé de sens, chacun mesurant l'importance de ce moment sans pour autant parvenir à l'exprimer pleinement. Cependant, cette apparente accalmie ne suffisait pas à effacer les tensions extérieures, incarnées notamment par Marco, dont la perception de Diego restait figée dans une vision strictement punitive, incapable d'intégrer la possibilité d'une rédemption. Cette hostilité persistante constituait un rappel brutal du regard que la société pouvait porter sur ceux qui tentaient de reconstruire leur vie après une faute, et ajoutait une pression supplémentaire sur Diego, déjà fragilisé par le poids de son passé récent. Isolé dans ses pensées, Diego se confrontait surtout à la figure de Bella, dont le sacrifice continuait de hanter sa conscience, nourrissant un sentiment d'injustice qu'il peinait à dépasser. L'échange avec Alex introduisit une perspective plus nuancée, rappelant que les choix individuels, aussi douloureux soient-ils, ne pouvaient être réinterprétés uniquement à travers le prisme du regret, et que la responsabilité de l'avenir appartenait désormais à Diego lui-même. Cette confrontation, loin d'apporter une résolution immédiate, marqua néanmoins un point de bascule dans son cheminement intérieur, en l'obligeant à envisager sa situation sous un angle plus exigeant. Au même moment, l'enquête poursuivait son évolution, portée par la découverte d'un fragment de plastique récupéré sur le chantier, dont l'analyse permit à Damien d'établir un lien direct avec un dongle Bluetooth retrouvé chez Arthur. Cette correspondance, loin d'être anodine, constituait une pièce supplémentaire dans un puzzle en cours de reconstitution, suggérant que la scène du crime ne pouvait être comprise qu'en intégrant pleinement le rôle actif qu'Arthur avait pu jouer dans les événements précédant sa mort. À cet instant précis, sans que toutes les implications ne soient encore formulées, une certitude commençait à émerger. La vérité ne se situait pas là où tout le monde l'avait cherchée jusqu'ici, et sa révélation risquait de bouleverser définitivement l'équilibre déjà fragile de l'enquête. La progression de l'enquête, déjà fragilisée par des contradictions initiales, prit une direction encore plus troublante lorsque Damien décida de pousser plus loin l'analyse des éléments techniques récemment découverts. Le lien établi entre le fragment de plastique retrouvé sur le chantier et le dongle Bluetooth saisi chez Arthur ne constituait pas seulement une coïncidence matérielle, mais ouvrait la voie à une relecture complète de la chronologie des événements. En recoupant les données disponibles, Damien comprit que cet objet n'était pas un simple accessoire électronique, mais un dispositif potentiellement utilisé pour déclencher ou contrôler à distance un mécanisme précis, ce qui impliquait une préméditation et une maîtrise technique incompatibles avec l'image d'un homme sans histoire. Cette hypothèse, une fois formulée, força l'ensemble de l'équipe à envisager une possibilité jusqu'alors écartée. Et si Arthur n'avait pas été une victime passive, mais un acteur direct dans une tentative d'agression qui lui aurait finalement coûté la vie? Sarah, confrontée à cette inversion de perspective, éprouva une résistance instinctive, comme si accepter cette idée revenait à renoncer à tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Pourtant, chaque élément analysé venait renforcer cette construction, dessinant progressivement le portrait d'un homme capable de dissimuler des intentions violentes derrière une façade rassurante. Dans le même temps, les analyses approfondies des faux billets mirent en évidence un niveau de sophistication qui dépassait largement le cadre d'une fraude isolée. Roxane identifia des caractéristiques techniques propres à des circuits de fabrication extrêmement spécialisés, confirmant que ces billets provenaient d'un réseau structuré et probablement international. Cette découverte ne faisait pas qu'alourdir le dossier d'Arthur, elle le repositionnait au cœur d'un système criminel complexe, dans lequel les transactions financières, les identités couvertes et les opérations clandestines s'entremêlaient avec une précision redoutable. Face à ces révélations, Sarah se retrouva dans une position particulièrement inconfortable, tiraillée entre son rôle d'enquêtrice et les souvenirs qu'elle conservait d'Arthur, qui ne correspondaient en rien à ce profil criminel. Cette dissonance cognitive, difficile à surmonter, se traduisait par une forme de tension intérieure qui influençait sa manière d'aborder les faits, la poussant à chercher des incohérences là où Damien, au contraire, voyait une continuité logique. Leur complémentarité, habituellement source d'efficacité,
devenait ici un point de friction, révélant la difficulté d'accepter une vérité qui remettait en cause des repères émotionnels. Parallèlement, la situation de Lou prenait une tournure de plus en plus préoccupante, bien que son implication directe dans les faits reste incertaine. L'appel de Victor restait sans réponse, puis le message vocal dans lequel il admettait avoir parlé à la police, constituèrent pour elle un choc silencieux, dont les conséquences se manifestèrent par un repli sur elle-même. Isolée, incapable de gérer l'ampleur de ce qui se déroulait autour d'elle, Lou se retrouvait malgré elle au centre d'un réseau d'événements qui la dépassait, sans disposer des clés nécessaires pour en comprendre les enjeux. Sa décision de ne pas répondre immédiatement à Victor traduisait autant une volonté d'échapper à la confrontation qu'une incapacité à affronter une réalité devenue trop instable. Dans un registre différent mais tout aussi chargé émotionnellement, la libération conditionnelle de Diego continuait de produire des effets contrastés au sein de son entourage. Si le retour au domicile des Delcourt avait permis de recréer, au moins en apparence, une forme de cohésion familiale, les tensions sous-jacentes demeuraient palpables, notamment à travers le regard extérieur porté par Marco, dont l'hostilité persistante agissait comme un rappel constant de la fragilité de cette réintégration. Ce rejet, loin d'être anecdotique, participait à la construction d'un environnement dans lequel Diego devait non seulement prouver sa bonne volonté, mais également lutter contre une stigmatisation profondément ancrée. La conversation entre Alex et Diego, amorcée précédemment, continua de produire ses effets, en incitant ce dernier à reconsidérer son rapport à Bella et, plus largement, à ses propres responsabilités. Loin de nier la douleur liée à ce sacrifice, Alex cherchait à introduire une lecture plus équilibrée des événements, dans laquelle les choix individuels, aussi tragiques soient-ils, ne pouvaient être réduits à une simple injustice subie. Cette approche, exigeante mais nécessaire, obligeait Diego à sortir d'une posture défensive pour envisager activement la manière dont il souhaitait reconstruire son avenir. Pendant ce temps, au commissariat, l'ensemble des éléments accumulés permit à Damien de formuler une hypothèse de plus en plus précise quant au déroulement des faits. En croisant les données techniques, les témoignages et les découvertes matérielles, il parvint à reconstituer un scénario dans lequel Arthur aurait tenté d'éliminer Victor, probablement dans le cadre d'un règlement de compte lié à ses activités criminelles. L'échec de cette tentative, pour des raisons encore à déterminer, aurait alors déclenché une réaction violente en retour, conduisant à la mort d'Arthur lui-même. Cette reconstruction, bien que cohérente sur le plan logique, soulevait néanmoins de nouvelles questions, notamment concernant les motivations exactes d'Arthur et les acteurs impliqués dans cette chaîne d'événements. L'implication de Victor, bien que partiellement éclaircie par sa déposition, restait ambiguë, laissant planer un doute sur la nature réelle de son rôle, oscillant entre cible potentielle et acteur indirect d'un conflit plus large. Sarah, confrontée à cette hypothèse, se trouva contrainte d'admettre que l'enquête ne pouvait plus être abordée selon les schémas traditionnels, et que la distinction entre victime et agresseur devenait ici particulièrement floue. Cette prise de conscience, loin de lui apporter une forme de clarté, accentua au contraire son sentiment d'instabilité, en l'obligeant à naviguer dans une zone grise où les certitudes laissaient place à des interprétations multiples. Dans cette configuration, chaque nouveau détail prenait une importance disproportionnée, capable de faire basculer l'ensemble du raisonnement dans une direction inattendue. Damien, conscient de cette fragilité, redoubla de prudence dans ses analyses, cherchant à consolider chaque étape de son raisonnement afin d'éviter toute erreur d'interprétation qui pourrait compromettre l'ensemble de l'enquête. Cette rigueur méthodologique, essentielle dans un contexte aussi complexe, constituait leur meilleure garantie face à un dossier dont les ramifications semblaient s'étendre bien au-delà de ce qui avait été initialement envisagé. Alors que la journée avançait, une évidence commençait à s'imposer progressivement à tous les membres de l'équipe. L'affaire Arthur ne relevait plus d'un simple fait divers, mais s'inscrivait dans une dynamique criminelle plus large, dont les implications dépassaient largement le cadre individuel. Cette prise de conscience, encore partielle, marquait néanmoins un tournant décisif, en redéfinissant les enjeux de l'enquête et en préparant le terrain pour des révélations qui, à ce stade, restaient encore dissimulées derrière une apparente cohérence. À mesure que les éléments de l'enquête s'imbriquaient avec une précision croissante, une transformation plus insidieuse se produisait du côté de Sarah, dont la perception d'Arthur se fissurait irrémédiablement sous le poids des preuves accumulées. Ce qui n'était au départ qu'un doute diffus devint progressivement une certitude difficile à accepter, celle d'avoir été confrontée à une illusion soigneusement construite, dans laquelle chaque détail de la vie d'Arthur avait servi à masquer une réalité bien plus sombre. Cette prise de conscience ne se limitait pas à une remise en question professionnelle, elle affectait également la confiance qu'elle accordait à son propre jugement,
créant une instabilité intérieure qui se manifestait dans chacun de ses raisonnements. En reprenant l'ensemble des éléments à froid, Sarah tenta de reconstruire mentalement la trajectoire d'Arthur, en cherchant à identifier le moment précis où la façade avait commencé à se fissurer, mais chaque souvenir semblait désormais contaminé par les révélations récentes, rendant toute relecture objective quasiment impossible. L'idée qu'un homme capable de s'intégrer parfaitement dans un environnement social stable ait pu, en parallèle, orchestrer des activités criminelles d'une telle envergure introduisait une forme de vertige, comme si la frontière entre normalité et danger s'était soudainement effacée. Dans le même temps, Damien poursuivait son travail d'analyse avec une détermination intacte, convaincu que la cohérence globale du dossier ne pouvait émerger qu'à travers une accumulation rigoureuse de faits vérifiés. En croisant les données issues des faux billets, du dispositif Bluetooth et de la déposition de Victor, il parvint à affiner le scénario qu'il avait commencé à esquisser, en intégrant progressivement des variables jusque-là négligées. Selon cette reconstruction, Arthur ne se contentait pas d'être impliqué dans un réseau criminel, il occupait une position active dans des opérations nécessitant une préparation minutieuse, ce qui impliquait non seulement des compétences techniques, mais également un accès à des ressources et à des contacts spécifiques. Cette hypothèse, une fois consolidée, renforçait l'idée que la tentative d'élimination de Victor n'était pas un acte impulsif, mais le résultat d'un processus décisionnel structuré, probablement lié à un conflit interne au réseau auquel Arthur appartenait. L'échec de cette opération, dont les causes restaient à préciser, aurait alors déclenché une réaction en chaîne, conduisant à sa propre élimination dans des circonstances qui, bien que violentes, s'inscrivaient dans une logique de règlement de compte. Pendant que cette mécanique se précisait au commissariat, Lou se retrouvait confrontée à une réalité dont elle ne maîtrisait ni les contours ni les implications, et dont elle ressentait pourtant les effets avec une intensité croissante. Le message laissé par Victor continuait de résonner dans son esprit, non pas tant pour son contenu explicite que pour ce qu'il suggérait implicitement, à savoir qu'elle se trouvait désormais impliquée, même indirectement, dans une affaire qui la dépassait largement. Cette prise de conscience provoqua chez elle un repli progressif, marqué par une difficulté à maintenir le contact avec son environnement immédiat, comme si chaque interaction risquait de révéler une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Son isolement, loin de constituer une stratégie consciente, s'imposa comme une réaction instinctive face à une situation devenue trop instable, dans laquelle les repères habituels ne suffisaient plus à structurer sa compréhension des événements. Le fait qu'Arthur ait cherché à la tenir à l'écart de la transaction financière révélée par Victor renforçait encore ce sentiment d'inquiétude, en laissant entendre qu'elle avait pu, à son insu, être placée au cœur d'un dispositif dont elle ignorait tout. Au sein de la famille Delcourt, la présence de Diego continuait de générer des dynamiques complexes, oscillant entre soutien affectif et tension latente. Si l'accueil qui lui avait été réservé témoignait d'une volonté sincère de lui offrir une seconde chance, les réactions extérieures, notamment celle de Marco, maintenaient une pression constante, rappelant que la réintégration sociale ne dépendait pas uniquement de la volonté individuelle, mais également du regard collectif. Cette dualité, difficile à gérer, se traduisait par une vigilance accrue de Diego, conscient que le moindre faux pas pourrait être interprété comme une confirmation des préjugés dont il faisait l'objet. La réflexion engagée avec Alex continuait de produire ses effets, en introduisant une dimension plus introspective dans son rapport aux événements passés, notamment en ce qui concernait Bella. Loin de disparaître, la douleur liée à son sacrifice évoluait vers une forme de questionnement plus profond, portant non seulement sur les choix effectués, mais également sur la manière dont ces choix devaient être intégrés dans la construction d'un avenir possible. Cette évolution, bien que fragile, marquait une étape importante dans son processus de reconstruction, en l'éloignant progressivement d'une posture exclusivement centrée sur le regret. De retour au commissariat, la tension atteignit un nouveau seuil lorsque Damien décida de partager formellement ses conclusions avec Sarah, en exposant de manière structurée le scénario qu'il considérait désormais comme le plus probable. Selon lui, l'ensemble des éléments convergeait vers une interprétation claire. Arthur avait planifié une tentative d'assassinat visant Victor, en utilisant un dispositif technique adapté, et avait échoué dans son exécution, ce qui avait conduit à une riposte fatale. Cette hypothèse, bien qu'étayée par des preuves matérielles solides, représentait pour Sarah un point de rupture, en ce qu'elle invalidait définitivement l'image qu'elle avait construite d'Arthur. La difficulté ne résidait pas seulement dans l'acceptation des faits, mais dans la nécessité de réorganiser l'ensemble de son raisonnement à partir de cette nouvelle base, en intégrant des éléments qui, jusqu'alors, avaient été interprétés de manière totalement différente. Cette réorganisation mentale, exigeante et déstabilisante,
mettait en évidence la complexité d'une enquête dans laquelle les apparences s'étaient révélées particulièrement trompeuses. Dans cette configuration, Victor occupait une position de plus en plus ambiguë, oscillant entre celle d'une cible potentielle et celle d'un acteur impliqué dans des interactions dont la nature exacte restait à définir. Sa décision de coopérer avec les enquêteurs, bien qu'utile à court terme, ne suffisait pas à dissiper les zones d'ombre qui entouraient ses activités et laissait subsister un doute quant à ses motivations réelles. Cette ambiguïté contribuait à maintenir un climat d'incertitude, dans lequel chaque information devait être analysée avec prudence, sans jamais être considérée comme totalement fiable. Au fil des heures, une impression générale commençait à se dégager, celle d'un système dans lequel les rôles traditionnels de victime et d'agresseur perdaient leur pertinence, remplacés par une dynamique plus complexe où chaque individu pouvait, selon les circonstances, occuper des positions différentes. Cette instabilité des statuts, loin de simplifier l'enquête, en accentuait au contraire la difficulté, en obligeant les enquêteurs à naviguer dans un environnement où les certitudes étaient constamment remises en question. Dans ce contexte, Sarah comprit que l'affaire avait atteint un point de non-retour, à partir duquel il ne serait plus possible de revenir à une lecture simplifiée des événements. Ce constat, bien qu'inconfortable, constituait également une étape nécessaire pour avancer, en acceptant que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, ne pouvait être appréhendée qu'en renonçant aux illusions qui l'avaient précédée. Alors que l'enquête semblait enfin s'orienter vers une reconstruction cohérente des événements, une nouvelle forme de tension s'installa au commissariat, moins liée à l'absence d'indices qu'à la difficulté de gérer les implications humaines des conclusions désormais envisageables. Sarah, en particulier, se trouvait dans une position délicate, contrainte de concilier la rigueur de son rôle avec un trouble intérieur qui ne cessait de croître à mesure que la figure d'Arthur se transformait sous ses yeux. Cette tension atteignit un point critique lorsqu'elle décida de confronter directement Victor, estimant que certaines zones d'ombre ne pourraient être éclaircies qu'en obtenant de lui des réponses plus précises. L'entretien qui s'ensuivit se déroula dans une atmosphère chargée, où chaque mot semblait peser avec une extrême prudence. Victor, fidèle à sa stratégie habituelle, répondit avec un calme maîtrisé, évitant soigneusement toute déclaration qui pourrait l'engager au-delà de ce qu'il avait déjà admis. Pourtant, derrière cette retenue, Sarah percevait une forme de résistance, comme si certaines informations restaient volontairement dissimulées, non pas par peur, mais par calcul. Cette impression renforça son intuition selon laquelle Victor ne se contentait pas d'être une cible dans cette affaire, mais en constituait également un acteur indirect, dont les motivations restaient à décrypter. En approfondissant ces questions, Sarah chercha à comprendre la nature exacte des relations entre Arthur et Victor, notamment dans le cadre des transactions financières évoquées lors de la déposition. Les réponses obtenues, bien que cohérentes en apparence, laissaient subsister des zones d'ombre, notamment en ce qui concernait l'origine des fonds et les raisons pour lesquelles Arthur avait choisi de passer par Victor pour une opération impliquant Lou. Cette complexité relationnelle, difficile à appréhender dans sa globalité, renforçait l'idée que l'affaire dépassait largement le cadre d'un simple conflit individuel. Dans le même temps, Lou se retrouvait progressivement placée au centre d'une dynamique dont elle ne maîtrisait aucun des paramètres, et dont les conséquences devenaient de plus en plus concrètes. L'accumulation des informations la concernant, combinée à la révélation de la transaction financière, la positionnait comme un élément clé dans la compréhension de l'affaire, non pas en tant que suspecte, mais en tant que point de convergence des différentes trajectoires impliquées. Cette centralité involontaire accentuait son sentiment d'insécurité, en la confrontant à une situation dans laquelle elle devenait malgré elle un enjeu stratégique. Son isolement, déjà perceptible, se renforça sous l'effet de cette pression croissante, la poussant à éviter toute interaction susceptible de la confronter à des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Ce repli, loin de la protéger, contribua au contraire à accentuer la perception d'un malaise, tant chez ses proches que chez les enquêteurs, qui y voyaient un signe supplémentaire de la complexité de sa position. Sarah, consciente de cette fragilité, hésitait quant à la manière d'aborder Lou, partagée entre la nécessité d'obtenir des informations et le risque de provoquer un effondrement émotionnel. Au commissariat, Damien poursuivait son travail avec une méthodologie inchangée, cherchant à consolider chaque élément de preuve afin de renforcer la validité du scénario qu'il avait élaboré. L'analyse croisée des données techniques et des témoignages permettait d'affiner la chronologie des faits, en identifiant plus précisément les étapes ayant conduit à la tentative d'agression contre Victor. Cette précision accrue mettait en évidence le caractère structuré de l'action d'Arthur, confirmant qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'une opération inscrite dans une logique plus large. Cette avancée, bien que significative,
n'apportait pas pour autant de réponse définitive quant aux motivations profondes d'Arthur, ni quant aux acteurs susceptibles d'avoir orchestré la riposte ayant conduit à sa mort. Cette absence de visibilité sur les niveaux supérieurs de l'organisation impliquée maintenait une incertitude persistante, obligeant les enquêteurs à envisager la possibilité d'intervenants encore inconnus, capables d'agir dans l'ombre sans laisser de traces directes. Dans ce contexte, la position de Victor devenait de plus en plus problématique, non seulement en raison de son passé et de ses activités, mais également du rôle qu'il pouvait avoir joué, volontairement ou non, dans le déclenchement des événements. Sa coopération, bien que réelle, apparaissait de plus en plus comme partielle, laissant penser qu'il sélectionnait les informations qu'il souhaitait partager en fonction de ses propres intérêts. Cette stratégie, difficile à contrer, compliquait l'élaboration d'une vision globale de l'affaire, en introduisant un biais dans les données disponibles. Parallèlement, la situation de Diego continuait d'évoluer dans un environnement marqué par une tension constante entre volonté de réinsertion et pression sociale. Le regard que portaient sur lui certains membres de la communauté, notamment Marco, constituait un obstacle permanent en réactivant à chaque instant le souvenir de son passé récent. Cette stigmatisation, loin d'être anecdotique, influençait directement son comportement, en le poussant à une vigilance accrue, voire à une forme de retenue dans ses interactions, comme s'il cherchait à éviter toute situation susceptible d'être interprétée négativement. L'accompagnement d'Alex, dans ce contexte, jouait un rôle déterminant en offrant à Diego un cadre de réflexion lui permettant de prendre du recul sur ses émotions et sur la manière dont il souhaitait envisager son avenir. Cette relation, fondée sur une forme de confiance exigeante, introduisait une dynamique constructive, même si les effets restaient encore fragiles et susceptibles d'être remis en cause par des événements extérieurs. À mesure que la journée avançait, une impression de convergence commençait à se dessiner, comme si les différentes trajectoires, qu'elles soient liées à l'enquête ou aux relations personnelles, tendaient vers un point de rencontre inévitable. Cette convergence, encore incomplète, laissait entrevoir la possibilité d'un basculement imminent, dans lequel les éléments jusqu'ici dispersés pourraient enfin s'assembler de manière définitive. Sarah, consciente de cette dynamique, ressentait une pression croissante, liée à la responsabilité qui lui incombait de donner un sens à l'ensemble de ces données. Cette responsabilité, déjà lourde en temps normal, prenait ici une dimension particulière, en raison des implications humaines de l'affaire, qui dépassaient largement le cadre strict de l'enquête. La nécessité de maintenir une distance professionnelle se heurtait à une réalité émotionnelle complexe, dans laquelle chaque décision pouvait avoir des conséquences profondes. Dans cet équilibre précaire, une certitude s'imposait progressivement. La résolution de l'affaire ne dépendrait pas uniquement de la découverte de nouvelles preuves, mais également de la capacité des enquêteurs à interpréter correctement celles dont ils disposaient déjà, en dépassant les apparences et en acceptant la complexité des situations humaines impliquées. Cette exigence, à la fois intellectuelle et émotionnelle, constituait sans doute le véritable défi de l'enquête, et déterminait en grande partie la manière dont la vérité finirait par émerger. À mesure que les différentes pièces de l'enquête trouvaient leur place dans une structure de plus en plus cohérente, une forme de clarté commençait enfin à émerger, non pas comme une révélation brutale, mais comme l'aboutissement progressif d'un raisonnement construit à partir d'indices longtemps restés dispersés. Ce qui apparaissait désormais avec une évidence presque dérangeante, c'était la nécessité de reconsidérer entièrement la position d'Arthur dans cette affaire, en acceptant qu'il n'était pas seulement la victime d'un acte violent, mais qu'il en avait également été l'instigateur initial. Damien, en reprenant l'ensemble des éléments accumulés, formalisa cette conclusion avec la rigueur qui le caractérisait, en s'appuyant sur la concordance entre les données techniques, les preuves matérielles et les témoignages disponibles. Le lien établi entre le dispositif Bluetooth, les fragments retrouvés sur le chantier et les mouvements d'Arthur dans les heures précédant sa mort permettait de reconstituer une séquence logique dans laquelle celui-ci avait tenté de mettre en œuvre une action visant directement Victor. L'échec de cette tentative, dont les circonstances exactes restaient à préciser, avait alors déclenché une réaction violente, conduisant à un renversement brutal de la situation et à la mort d'Arthur lui-même. Cette relecture des faits, bien qu'appuyée par des éléments tangibles, produisit un effet profond sur Sarah, qui se trouvait désormais confrontée à une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer sans remettre en cause son intégrité professionnelle. L'effondrement de l'image qu'elle avait d'Arthur ne se limitait pas à une simple correction d'appréciation, mais impliquait une remise en question plus large de sa capacité à discerner les intentions réelles derrière les apparences. Cette prise de conscience, douloureuse mais nécessaire, marquait une étape décisive dans son évolution, en l'obligeant à accepter que la réalité d'une enquête puisse contredire frontalement les impressions initiales.
Dans ce nouveau cadre, la position de Victor se redéfinissait également, passant d'un statut de suspect potentiel à celui de cible d'une tentative d'élimination, tout en conservant une part d'ambiguïté liée à ses propres activités et à la manière dont il choisissait de coopérer avec les enquêteurs. Cette dualité, difficile à trancher, maintenait une tension constante autour de son personnage, laissant ouverte la possibilité qu'il détienne encore des informations déterminantes qu'il n'avait pas jugé utile de partager. Cette incertitude contribuait à prolonger l'instabilité de l'enquête, en empêchant toute conclusion définitive quant à son rôle exact dans la chaîne des événements. Parallèlement, la situation de Lou atteignait un point critique, dans la mesure où sa position au cœur du dispositif devenait de plus en plus évidente, sans pour autant qu'elle dispose des moyens de comprendre pleinement ce qui lui arrivait. Le fait qu'Arthur ait cherché à la protéger, ou du moins à la tenir à l'écart de certaines transactions, prenait désormais une signification nouvelle, suggérant qu'elle avait été envisagée comme un élément sensible dans une opération dont elle ignorait tout. Cette prise de conscience, progressive mais inévitable, renforçait son sentiment de vulnérabilité, en la confrontant à l'idée qu'elle avait pu être utilisée, à son insu, comme un point d'ancrage dans une stratégie qui la dépassait entièrement. Au sein de la famille Delcourt, l'évolution de Diego se poursuivait dans un équilibre fragile, marqué par la coexistence de perspectives opposées quant à son avenir. D'un côté, le soutien de ses proches, incarné notamment par Chloé et Alex, lui offrait un cadre propice à une reconstruction progressive, fondée sur la confiance et la responsabilisation. De l'autre, le regard extérieur, représenté par des figures comme Marco, continuait de peser lourdement sur ses choix, en maintenant une pression constante qui risquait à tout moment de faire basculer cet équilibre précaire. La réflexion engagée autour de Bella, loin de s'atténuer, continuait d'alimenter un questionnement profond chez Diego, qui se retrouvait face à la nécessité de redéfinir sa propre trajectoire en intégrant les conséquences de ses actions passées. Cette confrontation avec lui-même, bien que douloureuse, constituait également une opportunité de transformation, dans la mesure où elle l'obligeait à sortir d'une logique de justification pour entrer dans une dynamique de responsabilité. Le soutien d'Alex, dans ce contexte, prenait une dimension essentielle, en offrant un point d'appui stable dans un environnement par ailleurs incertain. Au commissariat, l'annonce des conclusions provisoires de l'enquête marqua un tournant dans la gestion du dossier, en permettant de structurer une version des faits suffisamment solide pour être partagée avec l'ensemble de l'équipe. Cette formalisation, loin de clore définitivement l'affaire, avait pour effet de redéfinir les priorités, en orientant les recherches vers l'identification des acteurs encore inconnus impliqués dans la riposte ayant conduit à la mort d'Arthur. Cette nouvelle orientation, plus ciblée, ouvrait la voie à des investigations complémentaires, susceptibles de révéler l'existence d'un réseau plus étendu. Dans cette perspective, l'affaire prenait une dimension qui dépassait largement le cadre initial, en s'inscrivant dans une dynamique de criminalité organisée dont les ramifications restaient encore à explorer. Cette complexité, loin de décourager les enquêteurs, renforçait au contraire leur détermination à comprendre les mécanismes à l'œuvre, en s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse et une capacité d'adaptation face à des situations imprévisibles. Alors que la journée touchait à sa fin, une forme d'accalmie apparente s'installa, masquant en réalité une tension toujours présente, prête à ressurgir au moindre nouvel élément. Sarah, en quittant le commissariat, emportait avec elle le poids de cette affaire, consciente que la résolution partielle obtenue ne constituait qu'une étape dans un processus plus long, dont les implications humaines et professionnelles restaient encore à mesurer. Dans le silence de la soirée, chacun, à sa manière, se retrouvait confronté aux conséquences des événements récents, qu'il s'agisse de remettre en question des certitudes, d'accepter des vérités difficiles ou d'envisager des choix déterminants pour l'avenir. Cette convergence de trajectoires, encore incomplète, laissait entrevoir la possibilité de nouveaux développements, dans lesquels les tensions accumulées pourraient trouver une issue ou au contraire se renforcer. Ainsi, loin de marquer une fin, les conclusions de cette enquête ouvraient un nouveau chapitre, dans lequel les rôles, les intentions et les responsabilités restaient à définir avec précision, laissant planer une incertitude qui, à 7, semblait désormais constituer la seule constante.